L'Afrique réunie pour faire taire les armes à Addis Abeba où se tient depuis hier le 33e sommet de l'Union africaine. La question est à l'ordre du jour. L'UA veut mettre un point final au conflit armé dans le continent. Vous verrez dans ce journal les enjeux et les décisions de ce sommet. Au Mali, le chef d'état-major du mouvement arabe de l'Azawad Plateforme dépose définitivement les armes. Madri Ould Daha a été tué hier par des individus armés non identifiés. Les détails dans un instant. Dans ce journal, nous parlons également de littérature avec cette nouvelle publication qui arrive sur les rayons de nos librairies. Burkina Faso, du rêve à l'action, créons demain. C'est un essai de Lionel Bilgou qui plaide pour une génération. Nous en saurons plus avec l'auteur qui est l'invité de LCA 20h. Bonsoir et merci de nous suivre. Mais avant, sachez qu'au Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées hier dans une attaque djihadiste sur une route près d'un village proche de Maiduguri, zone où sévit le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Les assaillants ont également brûlé 18 véhicules selon des sources officielles. Les djihadistes ont ensuite pillé le village avoisinant de Ono, à 25 km de Maiduguri, avant d'y mettre le feu. La région est sous l'emprise de Boko Haram, un groupe affilié à l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui multiplie les enlèvements et les attaques depuis plusieurs semaines. Et face à cette situation, l'Union africaine affiche son ambition de faire taire les armes en Afrique en proie constamment à des crises, à des violences et à des guerres. Une équation difficile que devra résoudre le tout nouveau président de l'Union, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Hier, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi lui a passé le relais lors de la cérémonie d'ouverture. Les premiers dossiers brûlants qui attendent d'être résolus sont bien sûr les conflits libyens et l'insécurité au Sahel. Gilles Dasda. Le constat est amer. Les conflits ne cessent de se démultiplier sur le continent africain. Soudan du Sud, RDC, Cameroun, Libye ou encore la zone du Sahel, la liste des conflits armés devient inquiétante. Et il est plus qu'urgent de trouver des solutions. Et c'est tout l'enjeu de ce 33e sommet de l'Union africaine avec un thème principal évocateur, faire taire les armes. L'UA a décidé il y a quelques années que 2020 devait être l'année du silence et des armes à feu. Maintenant, un certain nombre de conflits sont toujours en cours sur le continent et nous allons travailler avec tous les pays pour voir comment nous pouvons apporter la paix au mieux dans de nombreuses parties de ce continent. Exemple palpable de conflits armés, la zone sahélo-saharienne. Confrontée aux assauts répétés des hordes terroristes, les responsables du G5 Sahel tirent la sonnette d'alarme et appellent la communauté africaine et internationale à aller au-delà des simples discours. Il y a des soutiens qui sont certainement politiques pour le moment, mais nous pensons qu'il faut franchir ce Rubicon maintenant. L'heure n'est pas simplement à faire des déclarations d'appui, de considération de lutte contre le terrorisme, mais il faut quitter les sentiers battus pour que nous puissions vraiment montrer la solidarité, aussi bien financière que dans l'action de la lutte contre le terrorisme. Dans cette même lancée, les chefs d'État et chefs de gouvernement de l'Union demandent l'implication de l'Afrique dans la résolution du conflit libyen. Un conflit à l'origine de la crise sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne. Une initiative soutenue par le secrétaire général de l'ONU, présent à Addis Abeba. Antonio Guterres qui ajoute comprendre la frustration de l'Union africaine, jusqu'à présent mise à l'écart dans la gestion du dossier libyen. Cyril Ramaphosa remplace Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Union africaine. Il indique que son orientation va dans le même sens. Les dirigeants africains font ainsi bloc derrière lui autour de la nécessité d'un forum de réconciliation entre les acteurs de la crise libyenne. Et déjà, le président sud-africain convoque un sommet spécial portant sur la résolution des conflits, mais aussi sur la mise en œuvre de la ZLECAf dès le mois de mai prochain. Présent à ce 33e sommet de l'Union africaine, le président du Faso a eu des échanges avec de nombreux partenaires, parmi lesquels de hautes personnalités européennes. Il s'agit en premier lieu du président du Conseil européen, Charles Michel. La sécurité au Sahel et au Burkina Faso en particulier était à l'ordre du jour. Je vous invite à entendre à ce sujet Charles Michel à sa sortie d'audience.
Voilà, nous avons eu un entretien utile avec le président du Burkina Faso. La question de l'ensemble de la région du Sahel, le Burkina Faso préoccupe beaucoup les pays européens. Nous souhaitons renforcer les capacités de soutenir tous les efforts pour la paix, pour la stabilité. C'est ce que nous faisons avec des offres de formation pour les militaires. Et je vais vous dire encore à quel point les citoyens européens sont très touchés et veulent exprimer la solidarité lorsqu'il y a ces attentats terroristes. Ça a été le cas encore récemment avec de très nombreux civils qui ont perdu la vie. Ce sont des innocents qui sont frappés par cette horreur du terrorisme. Nous devons tous être mobilisés ensemble pour faire reculer cette menace et donner plus de perspectives, de stabilité, plus d'espoir pour la paix et donc aussi pour le développement. Le Premier ministre de la Norvège, Mme Erna Solberg, s'est montrée également préoccupée par les questions sécuritaires qui ébranlent le Sahel. Mais au-delà, elle a évoqué avec le président Roch Marc Christian Kabore des questions de politique, de santé, d'éducation et de coopération entre la Norvège et le Burkina Faso. Je vous invite à l'écouter après son tête-à-tête avec le président Roch Marc Christian Kabore. Very good meeting, I think, discussing, of course, the most difficult issue we have, the security situation. Nous avons eu de bonnes discussions avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Nous avons discuté sur les aspects sécuritaires, la santé, l'éducation et la collaboration entre les deux pays. En termes de contribution, nous fournissons de la formation pour le personnel militaire et nous essayons d'augmenter cette contribution afin de renforcer la collaboration pour nous focaliser sur le développement et éviter que les problèmes de sécurité ne détériorent la région. Au Mali, le mouvement arabe de l'Azawad Platform annonce la mort de son chef d'état-major. Le général Madri Ould-Daha Dioro et son garde du corps ont été tués par des individus armés non identifiés. Ils seraient arrivés à bord de moto hier à Al-Haham, un campement non loin de Tamkouta, où se trouvait le chef militaire Touareg pour voir ses troupeaux de vaches. Après leur forfait, les assaillants se sont volatilisés dans la nature et emporté avec eux plusieurs voitures. Pour l'heure, l'assassinat n'est pas revendiqué. Tout autre chose à présent au Burkina, l'élection présidentielle avance à grands pas et les acteurs politiques affichent leur stratégie et développement des alliances. Le candidat Kadri Désiré Ouedraogo, lui, a obtenu celui de bon nombre d'acteurs du secteur informel. C'était hier à Ouagadougou au centre culturel Jean-Pierre Gingani. Ces derniers nourrissent toutefois l'espoir que leurs candidats répondent à leurs attentes une fois installés au palais de Kosiam. Clara Sou-Monet, Constantin Sieda. Passer de l'informel au formel, c'est ce à quoi aspirent les acteurs du secteur informel au Burkina Faso. Ceux du Kadiogo l'ont réaffirmé à Kadri Désiré Ouedraogo le dimanche dernier à Ouagadougou. Ils disent être persuadés que KDO est la solution à leurs problèmes. Nous le disons clairement, nous l'affirmons, comme lui-même il vient de le faire tout à l'heure, c'est l'homme de la situation. Nous croyons à sa vision politique du secteur informel et nous pensions que quand il va venir aux commandes, il va changer, il va donner de nouvelles directives, un nouveau souffle au secteur informel. Le candidat du parti Agir Ensemble dit partager les préoccupations du secteur informel qui pour lui sont des défis qu'il est prêt à relever avec l'apport de chaque acteur de ce secteur. Naturellement, nous serons attentifs à tout ce qui peut être fait pour renforcer les activités du secteur informel et faire qu'il participe davantage au développement économique et social de notre pays. Je leur ai dit, attendez le résultat. Faites-nous confiance et vous verrez que les choses ne se passeront pas comme elles se sont toujours passées ici au Burkina Faso. Ce soutien intervient à quelques pas de la présidentielle du 22 novembre 2020. Présidentielle à laquelle KDO se présente comme celui qui apportera changement, réconciliation et paix au Faso.
Nous restons toujours au Burkina pour parler de littérature. Des auteurs prennent de plus en plus la plume pour s'exprimer, pour témoigner ou pour proposer un projet social. C'est le cas de Lionel Bulgou qui vient de publier Burkina Faso, du rêve à l'action, créant demain. L'auteur est l'invité de ce 20h. C'est un intellectuel qui a plusieurs cordes à son arc, diplômé en management d'affaires, spécialité marketing des d'unité de service. L'auteur a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de directeur général de la maison d'édition Bayard Afrique et aussi directeur général de Téminiis Média, dont il est le cofondateur. Bonsoir, Monsieur Bilgo. Bonsoir, madame. Monsieur Bilgo, Burkina Faso, du rêve à l'action, créant demain. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? Pensez-vous que le Burkinabé rêve plus qu'il n'agisse et que des mais vous semble hypothéqué quelque part? D'abord, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est l'envie de partager une opinion à l'ensemble des Burkinabés, mais même au-delà du Burkina Faso. C'est juste le désir de transmettre, mais également de partager avec mes concitoyens une pensée qui m'anime et qui m'habite depuis un bout de temps. Ensuite, quand vous posez la question à savoir si les Burkinabés rêvent plus qu'ils n'agissent, je ne crois pas en fait, mais je pense tout simplement qu'avant l'action, il y a la pensée, et tout naît de la pensée et du rêve à un moment donné. Et que nous avons rêvé à un moment donné, nous avons agi également. Et ce que je demande, c'est que là, au stade où nous sommes, où ce pays est, c'est qu'il faut justement arrêter de faire de la théorie et de se mettre à l'action pour transformer le Burkina Faso. Monsieur Bilgo, de plus en plus des Burkinabés utilisent la plume comme une arme contre les fléaux du pays. Un autre ouvrage récemment édité, c'est celui de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, un livre intitulé « Ma part de vérité ». Et jusqu'à aujourd'hui, cet ouvrage fait beaucoup polémique. Cette fois-ci, ce sont les jeunes de l'Union pour la Renaissance Parti sankariste, l'UNIPS, qui portent un regard critique sur l'œuvre. Ils l'ont fait savoir ce matin à Ouagadougou. Pour eux, cet ouvrage, loin d'être objectif, se révèle être un condensé de ressentis mal digéré de l'ex-chef d'État pour égrener avec haine son échec dans sa courte gestion du pouvoir d'État. Mais avant de vous donner la parole pour donner votre avis sur le sujet, je vous propose de suivre le compte-rendu de leur rencontre. Il est de Alain Koulibaly, Achille Ouédraogo. Ma part de vérité, ce nouvel ouvrage de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo continue de faire des gorges chaudes dans la sphère sociopolitique burkinabé. Au siège du parti de l'œuf, l'heure est à la critique. Le mémoire de l'ancien chef d'État n'a pas laissé indifférent la jeunesse sankariste qui voit dans cette œuvre une machination qui tend à salir l'image de leur héros, le capitaine Thomas Sankara. Nous, jeunes de l'UNIRPS, ne percevons en rien la duplicité du président Thomas Sankara dont il évoque, mais plutôt l'antagonisme d'idéologie et de l'idée politique. La jeunesse de l'UNIRPS trouve que l'objet de ces livres devrait permettre de situer le rôle joué par chacun d'eux que de charger des compagnons de lutte à tort ou à raison. Pour notre part, en tant que digne héritier de la RDP, Révolution démocratique et populaire, s'inscrivant dans les idéaux de transformation nationale, de développement endogène, de rupture de gouvernance avec les schémas importants, demeurons convaincus que l'aura de Thomas Sankara ne saurait s'écorcher d'une ride par le fait du comptateur qui se refuse à aller dans le sens de l'histoire. Pour nous, le président Jean-Baptiste Ouédraogo n'a fait qu'un condensé de ressentis mal digérés pour égrener avec haine, jalousie et méchanceté son échec dans sa courte gestion de l'État. De tels jugements de valeur, sans la moindre analyse critique ou autocritique, enlèvent à l'auteur toute objectivité, malgré un recul d'environ 40 ans qui sépare les événements et l'apparition du pouvoir. Sampawende Ouédraogo et ses camarades ont par ailleurs réitéré leur engagement autour des idéaux révolutionnaires du capitaine Sankara, que cet ouvrage, disent-ils, tente de compromettre. Monsieur Bilgo, c'était là l'avis des jeunes de l'UNIRPS sur l'ouvrage « Ma part de vérité » de Jean-Baptiste Ouédraogo. Quel commentaire faites-vous? Moi, je pense que, d'abord, principalement, je suis, moi, opposé à la dictature de la pensée unique. Je crois très sincèrement qu'il faut accepter
qu'il y ait plusieurs pensées et c'est dans la confrontation de ces pensées qu'on en retire quelque chose d'utile pour l'humanité. Et j'ai lu le livre de Jean-Baptiste Ouédraogo et je ne crois pas, en tout cas pour ma part, que ce soit une action désuète de sa part. Tout ce qui peut renforcer l'histoire du Burkina, renforce l'histoire du Burkina. D'ailleurs, j'ai lu son livre, j'ai été à sa dédicace et ça n'a pas changé un seul mot, une seule virgule de ce que moi je pense de Thomas Sankara dans mon propre livre. Donc je pense que l'histoire du Burkina, ce n'est pas juste une virgule. C'est plusieurs phrases, c'est plusieurs textes et c'est plusieurs pages. Et il faut apprendre à accepter au moins que d'autres personnes aient une autre lecture que notre propre lecture. Et Sankara, attention, n'était pas forcément un saint. Il a fait des choses extraordinaires dans ce pays. Ce n'est même pas l'idole des sankaristes. Ce n'est même plus leur idole. Ce n'est pas leur idole à eux seuls. C'est notre idole à nous tous. Et au-delà de ces frontières, c'est l'idole de beaucoup d'Africains, de beaucoup d'Occidentaux, de beaucoup de personnes partout dans le monde. Et donc, ceux qui veulent s'en accaparer, en faire une chose, une propriété intrinsèque à eux-mêmes et qui refusent toute autre pensée, s'enferment dans ce que Sankara lui-même n'aurait pas pu faire parce qu'il était ouvert aussi à d'autres voies. La preuve est que pendant sa gouvernance, des gens n'étaient pas d'accord avec son mode de fonctionnement et qu'il a essayé de rectifier à un moment donné le tir. Donc il faut accepter la pluralité des pensées. Ok, Monsieur Bilgo, en parlant justement de cette confrontation, votre ouvrage paraît juste quelques temps après celui du président Jean-Baptiste Ouédraogo, auteur d'une œuvre, vous l'avez suivi tout à l'heure, qui écorne par endroits, si je peux le dire ainsi, l'image du président Thomas Sankara, alors que le vôtre vante plutôt le leadership de Thomas Sankara. Burkina Faso, du rêve à l'action, créant demain, est-il une réplique à l'œuvre de Jean-Baptiste Ouédraogo? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ça n'aurait même pas été possible à cause d'une question de timing. Je n'étais pas au courant de la sortie du livre de Jean-Baptiste Ouédraogo. Le mien était déjà en production, les dates étaient déjà arrêtées, ce n'est pas une réplique. Je pense même que c'est complémentaire. Jean-Baptiste Ouédraogo lui-même a dit que Sankara avait deux faces. Il a choisi la face que lui a connue en tant que président dans ses rapports avec Sankara pour en parler. Et moi, je choisis l'autre face, moi qui n'ai pas eu de rapport direct avec Thomas Sankara, mais qui ai vu les œuvres de Thomas Sankara, moi qui ai entendu les œuvres de Thomas Sankara. Et c'est une question de génération et de prisme de lecture. Et je crois qu'il faut accepter ces différents prismes de lecture-là, parce que c'est ça qui fonde une nation. Le général de Gaulle en France ne fait pas l'unanimité. Hein. Il y a des Français qui le trouvent comme étant un dictateur, un tyran, et même y compris nous-mêmes Africains. Nous n'avons pas la même pensée du général de Gaulle que les Français ont du général de Gaulle. Mais il n'empêche que le général de Gaulle est une icône en France incontestable, acceptée de tous les Français, même si certains parlent de ses mauvais côtés. Et c'est ça l'humain. Ok, Monsieur Bilgo, dans un passage de votre livre, vous parlez d'une chaîne de transmission en panne. Que faut-il faire? Est-ce que vous êtes dans la posture où il faut par exemple voter une loi qui limite les âges d'accès à certains postes de responsabilité? Quel est exactement ce renouveau que vous recherchiez? Moi, j'ai un problème avec les quotas. Parce que quand il y a quotas, c'est qu'il y a problème quelque part. On met des quotas quand il y a une difficulté, quand il y a un problème. Quota genre, quota âge, j'ai un problème avec ça. La question de la transmission que j'évoque ici, il ne s'agit pas de donner le pouvoir aux jeunes. Il s'agit de former, de donner de la valeur à des gens capables de remplacer valablement ceux qui se sont battus dignement lorsqu'ils étaient jeunes. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont accédé à des postes de responsabilité quand ils avaient des âges naturellement jeunes. Et nous, on n'imagine même pas, à cette époque-là, à notre âge aujourd'hui, occuper ces fonctions-là. Je dis qu'à un moment donné, il y a eu une conservation jalouse des valeurs et du pouvoir par certaines personnes qui ont oublié de former afin qu'il y ait une relève certaine. Pire, ils n'ont pas fait qu'oublier de former. Ils ont dépravé par leur comportement à un moment donné une jeunesse. Et ils ont montré le mauvais côté de ce qu'il fallait montrer pour qu'il y ait une relève sensiblement efficace pour transformer le pays. Ce qui est arrivé en 2014, l'insurrection, c'est un problème de transmission. Mais que faut-il faire alors? Mais je pense qu'il faut accepter qu'à un moment donné, il y ait des gens capables de monter. Et il faut former, guider et créer des hommes d'État capables de remplacer ceux qui sont là aujourd'hui. C'est une question de transmission. Dans nos propres familles, vous et moi, à un moment donné, nos parents ont accepté que nous étions matures, que nous étions responsables et qu'il fallait nous léguer, nous laisser une part d'exercice de notre responsabilité. C'est ce qui manque dans ce pays-là. Et dans beaucoup d'autres pays, d'ailleurs, vous voyez en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas un cas burkinabé seulement. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bilgo. Merci à vous.
Nous poursuivons cette édition avec la commune de Lekmoué. C'est dans le sud-ouest du Burkina, à la frontière avec le Ghana. La commune a injecté près de 900 millions de francs CFA dans des projets de développement. Le maire de la dite commune s'est alors livré le samedi dernier à un exercice de redevabilité. Des comptes à rendre non seulement à sa population, mais aussi à sa hiérarchie. Le point avec Ahmed Nanema, Achille Vredago. Le maire de la commune rurale de Lekmoué accomplit un devoir de redevabilité à la population. Pour ce faire, il dresse ici au Centre national Cardinal Paul Zougrana son bilan des réalisations à mi-parcours. Le projet en cours actuellement est presque acquis. C'est la construction d'un marché à bétail. Comme je disais tout de suite que nous sommes une commune frontalière, alors donc il y a le Ghana qui paye beaucoup de bétail chez nous. Ensuite, nous avons aussi la construction de 20 boutiques au marché, dont 10 à Lekmoué et 10 à Dankana vers le fleuve, parce que nous voulons essayer de en tout cas, décentraliser le développement, j'allais dire, pour que le Dankana, qui est le premier village frontalier, puisse commencer à être épanoui. L'une des difficultés majeures auxquelles est confronté le conseil municipal est relative au lotissement des terres. C'est quand l'entrepreneur était venu pour l'implantation des bornes que je me suis retrouvé avec une note où en tout cas il y a quelques éléments, 4 signataires de cette note qui disent que non, ils représentent les propriétaires terriens et qu'ils refusent, ils donnent les terres. Bon, alors donc en ce moment, j'ai dit bon, d'accord, à l'entreprise d'arrêter, je vais chercher à comprendre avant de revenir. Un plan de lotissement, un processus d'électrification de la zone ainsi que des constructions de forages font partie des projets en cours. L'une des grandes ambitions du conseil municipal de la commune rurale de Lekmoué est la construction d'un pont permettant à la commune d'intensifier le trafic avec le Ghana. La commune rurale de Lekmoué est un département de la province du Noubiel, situé dans le sud-ouest à environ 433 km de Ouagadougou. Le conseil municipal de Lekmoué compte 92 conseillers, dont 10 femmes. C'est une commune frontalière avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. Sa population est essentiellement composée d'agriculteurs et d'éleveurs. Tout autre chose, à présent, le mouvement pour le plaidoyer du retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina œuvre toujours à rallier des gens à sa cause. Ce matin, c'est au tour de la communauté musulmane de les recevoir à la grande mosquée de Ouagadougou. La communauté apprécie à sa juste valeur cette démarche du mouvement, surtout dans le contexte sécuritaire actuel. Le compte rendu avec Clara Soumoné, Constantin Sieda. Depuis sa création en janvier de cette année, l'OSC de Safiatou Lopez ne s'arrête pas de plaider pour la réconciliation de tous les Burkinabés. Pour cela, elle va à la rencontre de hauts dignitaires à travers le pays. Ce lundi, le mouvement pour le plaidoyer du retour de la paix et de la cohésion sociale est reçu par le président de la communauté musulmane à la grande mosquée de Ouagadougou. Dame Lopez se dit satisfaite de cette rencontre. Ils nous ont prodigué vraiment de très bons conseils et en tout cas ils soutiennent vraiment l'idée de la réconciliation, de l'apaisement au Burkina Faso. Comme le président l'a dit, même si nous sommes des millions et des millions, si nous sommes divisés, nous sommes faibles devant nos ennemis. Le chef de la communauté musulmane dit adhérer au projet de réconciliation du MPCRN qu'il trouve idoine dans le contexte sécuritaire actuel. C'est vrai qu'on a des ennemis qui sont en train d'attaquer notre pays. Nous sommes à l'intérieur aussi, nous aussi on ne s'entend pas. Alors que si vous êtes dans un groupe qui ne s'entend pas, vous êtes faible devant votre ennemi. Dans ce cas, nous pensons que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accompagner avec ses collègues pour qu'ils puissent aboutir de leurs objectifs. Ramener la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso grâce à la réconciliation des fils et filles du pays, une solution prônée par bon nombre d'organisations de la société civile. On peut se demander si c'est le bon diagnostic.
Dans l'actualité burkinabé également, la première session extraordinaire du Haut Conseil du dialogue social. Le renforcement de capacité des conseillers sur la question fiscale au Burkina et la problématique de l'UITS sont les points majeurs de la rencontre. Le lancement officiel a eu lieu ce matin à Ouagadougou en présence de notre reporter Ahmed Nanima. Suivez son reportage. L'ouverture officielle de la première session extraordinaire du HACDS, le Haut Conseil du dialogue social, se tient ici au Conseil économique et social sous le thème « Renforcement de capacité des conseillers sur la question fiscale ». Des thématiques de formation ont été identifiées et seront animées lors de cette session par des experts du domaine pour permettre aux conseillers de HACDS de mieux jouer leur rôle dans l'objectif de prévenir tout regard de contradictions sociales inopportunes, surtout dans le contexte actuel. C'est en cela que cette session trouve sa pertinence afin d'outiller les conseillers sur les différents aspects relatifs aux questions budgétaires et fiscales. Le HACDS outille ses conseillers pour sortir de sa session extraordinaire des recommandations qui permettront aux partis gouvernementales et syndicales d'accorder leur violon sur l'épineuse question de l'UITS. On ne peut pas défendre, on ne peut pas seulement défendre, mais on ne peut pas parler d'une chose qu'on ignore. D'où la nécessité d'avoir une session avec les experts du domaine pour outiller les conseillers afin qu'ils puissent intervenir de manière pertinente. Comme je l'ai dit, à la fin de chaque session, nous faisons des recommandations aux deux parties, aux différentes parties qui composent le HCDS, qui composent le monde du travail. Et c'est l'esprit donc de cette session extraordinaire. La structure du budget burkinabé, le rôle de la fiscalité dans l'économie burkinabé, le concept, l'évolution et le mode de calcul de l'UITS, les avantages et inconvénients du maintien ou de la suppression de l'UITS sont les thématiques qui seront abordées durant la formation des conseillers du HACDS pour une durée de 5 jours. L'impôt unique sur les traitements et salaires est au centre des débats ces temps-ci au Burkina Faso. Contesté par certaines organisations des travailleurs du public, pourtant appliqué pendant longtemps à ceux du privé, l'UITS est vu pour les agents du public comme étant une source de réduction de leur pouvoir d'achat. Parcourons actuellement les colonnes de la presse burkinabé, une lecture des unes pour voir l'actualité autrement et diversement. C'est la revue de presse que vous propose Drissa Traoré qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Drissa Traoré. Bonsoir Judith. Effectivement, il faut dire que plusieurs sujets se disputent la manchette des journaux parus ce lundi 10 février. Il y a entre autres la première session du Bureau politique national du MPP, l'Assemblée générale du parent qui s'est tenu à Banfora et le 33e sommet de l'Union africaine. Sur le premier sujet, à savoir la session du Bureau politique national du MPP, le pays titre sur la suspension du maire de l'arrondissement 10 de Ouagadougou des instants du parti. Eux révèlent la date de la tenue du congrès ordinaire prévu pour les 6 et 7 mars prochains, comme vous pouvez le constater à la une. Parlant de cette session, l'observateur Palga lui affiche Bala réaffirme sa fidélité au parti et à Rock. Quant au quotidien, il reprend à sa une les propos de Simon Compaoré, président par intérim du MPP, et qui dit ceci: en politique, nous n'avons peur de rien. Élections présidentielles et législatives, là nous parlons de l'esprit du Faso. Le MPP a sa stratégie pour cette dure bataille, titre le journal. Et aujourd'hui au Faso, reste dans le même registre en relevant élection de 2020, le MPP adopte une stratégie pour sa victoire. Concernant le troisième du moins sommet de l'Union africaine, aujourd'hui au Faso, encore en fait dans la dérision en mentionnant le continent ballotté entre solidarité et intérêts nationaux. Le pays, lui, se pose la question de savoir si face au conflit armé en Afrique, Ramaphosa, qui a pris la présidence en exercice de l'UIA, fera mieux que son prédécesseur. Parlons maintenant de l'Assemblée générale du parent le samedi dernier à Banfora. L'observateur Palga, comme vous pouvez le constater, rapporte ce bout de phrase pour le moins apocalyptique de Laurent Bado. C'est la troisième fenêtre de l'enfer qui s'est ouverte et c'est sa façon de prédire
l'avenir. Merci Idrissa Traoré. Voilà, autre actualité qui fera sans doute la une des quotidiens africains, l'affaire de bien mal acquis de Théodoran Obiang. C'est fait, la justice française a tranché aujourd'hui. Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, écope de 3 ans de prison avec sursis. Il devra ensuite payer 30 millions d'euros d'amende pour s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. Les magistrats ont également confirmé la confiscation de l'ensemble des biens saisis, dont un somptueux hôtel particulier à Paris, qui reste toutefois suspendu à une décision de la Cour internationale de justice, CIJ. Dans l'attente de l'issue de cette procédure, l'hôtel particulier ne peut être saisi. Une série d'audiences opposant Malobo à Paris est prévue à La Haye la semaine prochaine du 17 au 21 février 2020. Affaire à suivre. Retour au Burkina pour clore cette édition culturellement. Hier, 9 février, était une date particulière pour le commissariat général des Koundé. La raison, cela fait exactement 20 ans que l'événement s'est instauré dans l'univers musical burkinabé, voire africain. La cérémonie de célébration de l'anniversaire a été marquée par la présence du tout premier Koundé d'or, Gilles Dasda, Achille Ouedraogo. Retour sur les lieux des débuts. 20 ans après, les Koundé reviennent au Ciné Nerwaya. Le symbole est grand pour la célébration des 20 ans de la cérémonie phare de récompense de la musique au Burkina. Un anniversaire célébré avec phase. Et pour les animateurs de la première édition, les Koundé doivent leur succès à une raison toute évidente. On a réussi cette manifestation. Les personnes qui sont à cette table étaient toutes là il y a 20 ans. Et ils ont cheminé ensemble. À aucun moment on a dit oui, Diable ça a pris l'argent des Koundé, il a bouffé, il nous a doublé, il a fait quoi? Donc moi je me retire du commissariat. Ils étaient là et c'est eux la chérie qui voulaient. Et le commissaire général des Koundé de mettre en exergue le parrain avec qui tout a commencé. Monsieur Famou Ouedraogo, ministre Famou Ouedraogo, car c'est lui qui était le premier parrain des Koundé qui a eu lieu le 9 février 2001 ici. Et après cette édition-là, il était très content, il nous a reçus à son cabinet et il nous a félicité. La cérémonie a rassemblé les acteurs et le vainqueur de la première édition des Koundé, tenue le 9 février 2001. Cap est maintenant mis sur la prochaine édition prévue le 29 mai 2020. Et les organisateurs promettent une belle fête. La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs. Le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. C'est sur ce proverbe africain que s'achève cette toute première édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. À demain.